Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Tassot. Nous venons de parler du conseil génétique et maintenant nous allons parler d'Antoine Béchamp, un précurseur méconnu de la biologie, avec comme invité Brigitte Faux, qui est ingénieure télécom, mais qui est surtout, en ce qui concerne cette émission, l'auteur du livre Antoine Béchamp, La compréhension du vivant, donc édition Médiatrix 2023, nous le rappellerons tout à l'heure. Alors, Brigitte Faux, tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter très brièvement et expliquer pourquoi, alors que ça n'était pas dans la logique de votre formation et de votre activité professionnelle, vous vous êtes intéressé à l'œuvre d'Antoine Béchamp, et je dois dire qu'à titre personnel, c'est quelque chose à la fois d'important et de très agréable pour moi de pouvoir faire une émission sur Antoine Béchamp, parce que c'est un personnage qui m'a marqué profondément, mais il y a fort longtemps, quand j'ai découvert son œuvre, et je me suis lamenté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, du fait qu'elle ne soit pas plus connue. Alors justement, vous maintenant, vous faites partie de ceux qui ont contribué et qui vont encore contribuer à faire connaître Antoine Béchamp. Bonjour Dominique. En ce qui me concerne, oui, effectivement, j'ai travaillé dans les télécommunications, rien à voir avec le vivant, puisqu'il s'agit du vivant, mais j'ai un certain âge et quand j'ai arrêté de travailler, je me suis intéressée à la santé. Il faut savoir que j'ai fait des études de biologie, j'ai une maîtrise de biochimie, tout de même, donc je voulais travailler dans la recherche, mais je supportais pas de travailler sur les animaux. Et comme j'avais des formations, j'avais un sens de la logique et des formations informatiques assez poussées, voilà, je me suis retrouvée sur une voie, disons, un peu différente de ce à quoi je m'étais destinée au départ. Mais je suis revenue à partir du moment où j'ai commencé à m'interroger vraiment à la santé et à me dire que, voilà, la notion de terrain m'a interpellée. Et comme vous, je me suis intéressée à Antoine Béchamp le jour où, en 2017, quand il a été question de 11 injections 11 vaccins pour les enfants. Ça m'a vraiment interpellée. Et les lettres ouvertes d'André Fougerousse au président de la République et au ministre, qui disait que les travaux de Pasteur, les travaux de Pasteur aboutissaient sur des dogmes qui étaient faux. Alors, André Fougerousse, ça m'a interpellée. Il faut préciser peut-être pour les auditeurs qui c'était. Pasteur. André Fougerousse. Ah oui, André Fougerousse, c'était doyen. Il était doyen de la faculté de chimie de Strasbourg. Parce que c'est beaucoup oui, ça c'est un point important parce que évidemment on a Béchamp évidemment méconnu et donc trop peu connu, mais ce qui est remarquable quand on regarde l'histoire depuis bien siècle, c'est que les gens qui se sont intéressés à Béchamp sont souvent des gens remarquables. Hein. Tout à fait. C'était déjà un indice. Et donc le fait qu'un André Fougerousse se soit intéressé à Béchamp est un indice important de l'intérêt de la chose. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, le professeur André Fougerousse a fait la préface de mon livre. Et je lui avais envoyé en relecture et il a été admiratif, m'a-t-il dit. J'ai essayé parce que Antoine Béchamp, qui est donc de l'époque de Pasteur, était vraiment un chercheur extraordinaire et ses travaux sont colossaux, sont absolument colossaux. Et faire une synthèse de ses travaux, ça a été quelque chose une véritable gageure.
voilà. Je pense que d'avoir fait de l'informatique et d'avoir été ingénieur m'a sans doute aidé à avoir cette capacité de synthèse qui m'ont permis de faire ce petit livre et d'arriver à présenter le travail d'Antoine Béchamp de manière concise. Parce que je pense que à la lecture de ses travaux, beaucoup de gens se sont laissés perdre un petit peu par leur ampleur et n'ont pas compris l'essentiel. Donc c'est le but de ce petit livre, de comprendre l'importance, parce que c'est un véritable changement de paradigme par rapport à notre vision du vivant actuel. On peut peut-être faire le lien d'ailleurs avec l'intervenant précédent, avec le docteur Piloquet, qui disait « c'est ce patrimoine génétique qui permet la vie ». Et c'est ce qu'il faut retenir, disait-il. Et il disait... Il a aussi employé le mot « terrain », qui est un point sur lequel il faudra revenir. En ce qui concerne justement Béchamp et Pasteur, enfin, il faut quand même signaler que la thèse de chimie de Béchamp, donc il a présentée à Strasbourg en 1853, était dédiée à Pasteur, hein, et qu'en 1854, donc l'année suivante, alors pour un certain nombre de raisons, Pasteur s'était fait mettre en maladie de façon à pouvoir aller faire avancer sa propagande sur Paris, et c'est Béchamp qui a donné les cours de Pasteur à la faculté de Nancy, de Strasbourg. Et puis, au mois de mai, Pasteur a annoncé qu'il serait guéri pour le 1er août, et il est revenu. Effectivement, le 1er août, c'est lui qui a fait passer les examens, et du coup, c'est lui qui a eu le salaire pour le professoral pour l'année, puisque à l'époque, c'était le correcteur qui était rémunéré. Donc, ceci, c'est pour expliquer que donc il y avait des liens humains très étroits entre Pasteur et Béchamp. Et dès l'année suivante, 1854, Béchamp a été nommé à Montpellier comme titulaire de la chaire de... alors, il n'était pas... il n'avait pas encore sa thèse de médecine à ce moment-là, mais Béchamp, au départ, était pharmacien. Il est passé à l'agrégation de pharmacie. Il avait d'ailleurs appris la pharmacie en Roumanie. Tout à fait. Oui, ça c'était important. Mais non, ce que je voulais dire et qui, moi, m'a paru très important en revoyant ces jours-ci un petit peu qui était Béchamp, c'est le fait qu'à l'époque, il y avait des hommes de science ayant une culture scientifique très, très étendue qu'on ne retrouve pas aujourd'hui. Et je pense que une des raisons qui ont fait la faculté de découverte de Béchamp et qui font qu'aujourd'hui, on a parfois du mal à le suivre, c'est qu'il était à la fois chimiste et biologiste et pharmacien. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens qui aujourd'hui étudient la biologie moléculaire, etc., ne sont pas chimistes et passent à côté d'un certain nombre de phénomènes qui, pour Béchamp, étaient évidents. Mais ça, c'est bon, c'est l'impression que j'ai eue en relisant un petit peu quelques éléments sur la vie de Béchamp. Qu'est-ce que vous en pensez, Brigitte Faux? Oui, je pense que ça va même plus loin. C'est-à-dire que même en biologie, les gens sont tellement spécialisés, les scientifiques sont tellement spécialisés qu'ils ont des points d'entrée qui sont admis une bonne fois pour toutes pour eux et travaillent sur la base de ces points d'entrée. Et c'est le danger. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, et c'est le fondement même de la démarche scientifique, c'est partir de bases vérifiées. Or, et c'est le problème aussi de la science actuelle, c'est-à-dire que les choses ont tellement avancé que ça devient de plus en plus difficile de remonter à la source et de s'assurer des fondements de la science. Or, c'est les fondements de la science qui sont précisément en question là. Là, on est parti sur des dogmes et on est en train de
de les prolonger, c'est-à-dire qu'on est sur des dogmes qui sont pas vérifiés, et on continue sur la base de ces dogmes. C'est pour ça qu'on en vient à dire que l'ADN a un rôle central. Alors l'ADN a sans doute un rôle central, mais ce n'est pas le responsable de la vie. Et c'est là que Béchamp a démontré tout autre chose, et que l'ADN est sans doute un outil, sans aucun doute, et précieux. Et tout ce que disait le docteur Piloquet précédemment est très important. Mais c'est un outil. C'est pas le vivant en soi. Et c'est l'image de mon livre, si vous prenez, et si vous lisez le texte, les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Qui s'est posé la question en dehors d'Antoine Béchamp? Qu'est-ce qui est vivant dans l'œuf, dans le vitellus, puisque c'est l'équivalent de l'ovocyte chez la femme? Qu'est-ce qui est vivant à l'intérieur et qui transmet ce vivant à l'organisme? Ce n'est pas l'ADN. Il y a cette question qui apparaît aussi, c'est que on a tendance à la matière organique, la chimie organique et le vivant, et on a tendance à rapprocher les deux, alors que Béchamp voyait très bien, il a même cette expression, il n'y a qu'une seule chimie. C'est-à-dire que la matière organique, évidemment, elle a des particularités, puisque les atomes utilisés sont un petit nombre d'atomes simples et avec toujours du carbone. Mais en soi, la molécule organique est une molécule chimique qui s'analyse exactement comme les molécules de la chimie minérale. Et voilà. Ça, c'est c'est-à-dire que la matière organique, et ça, donc, alors Béchamp avait compris, mais il n'était pas le seul. Et je vois que des gens comme Marcellin Berthelot, qui est pratiquement le fondateur de la chimie organique, était tout à fait d'accord avec Béchamp sur ce plan-là. Et vous avez un Jean-Baptiste Dumas, qui était le grand maître de la chimie de l'époque. Là, moi, j'ai des souvenirs, étant jeune ingénieur, il y avait le Dumas dans la bibliothèque du laboratoire de l'usine. Bon, ça représentait 1,5 mètre de largeur sur la bibliothèque, et c'était très très intéressant. En particulier, il y a un tableau qui m'est resté en mémoire, où Dumas compare le minéral et le végétal et l'animal sur le plan général de la chimie, etc. Et on se rend compte que l'animal et le végétal sont tout à fait opposés, fonctionnent de façon opposée, puisque, par exemple, l'un produit de l'oxygène et l'autre consomme de l'oxygène. Donc, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, Dumas, qui était un chimiste spécialiste de la chimie, etc., avait la largeur d'esprit pour s'intéresser de manière très très générale au végétal et à l'animal. Et donc il y avait chez des gens comme même Pasteur, d'ailleurs, Berthelot ou Béchamp, une sorte d'intérêt et de culture scientifique qu'on ne retrouve pas, à mon avis, ou très peu aujourd'hui. Tout à fait. Et Jean-Baptiste Dumas a été le professeur de Pasteur et de Béchamp en chimie. Et déjà, Jean-Baptiste Dumas avait compris, voyait le ferment comme un petit organisme vivant, et la fermentation comme l'assimilation comme un mécanisme d'assimilation du ferment. Et la fermentation, les produits de la fermentation sont l'élimination du ferment. Voilà. Et Béchamp a adhéré complètement à cette manière de voir, et que la fermentation était un acte physiologique. Il est allé plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, il a analysé les organismes vivants. Il s'est rendu compte qu'ils étaient au final complètement, totalement composés de petits ferments. C'est ce qu'il a retrouvé dans l'œuf. Mais on pourrait partir du point de départ, c'est-à-dire sur quoi repose la polémique entre Béchamp et Pasteur. Il y a eu beaucoup de polémiques entre les deux. Et l'un et l'autre pensaient, la question, mais
le plus important à cette époque-là, au 19e, c'était la question sur les micro-organismes. D'où viennent les micro-organismes? Et leur origine, leur rôle. Est-ce qu'on en sait plus désormais? Est-ce qu'on sait maintenant précisément d'où viennent les micro-organismes et quels sont leurs rôles? Mais je crois que c'est ce qu'a défini Béchamp en fait. Et ce qui est passé inaperçu, complètement inaperçu. On a accusé Béchamp d'être dans la génération spontanée parce que pour lui, les micro-organismes naissaient dans nos organismes. Mais ça ne voulait pas dire qu'ils ne naissaient de rien, parce que la génération spontanée, c'est naître d'un claquement de doigts. Pour Antoine Béchamp, les micro-organismes naissaient de petits ferments qu'il a retrouvés dans tous les organismes vivants, animaux et végétaux. Effectivement, ça ne contredit absolument pas l'adage « omne vivum ex vivo ». C'est-à-dire qu'il y a toujours un vivant préexistant, et c'est pour ça justement qu'on n'est pas dans la chimie organique simple. Exactement, exactement. Et Antoine Béchamp, il avait un credo, et c'est pour ça qu'il ne peut pas être adepte de la génération spontanée. Il avait un credo, c'était « rien ne se produit sans cause provocatrice ». Et il avait cette qualité de chercheur extrême, c'est-à-dire qu'il était toujours à la recherche de la cause, à l'origine de chaque phénomène. Même le plus anodin, c'est comme ça qu'il a découvert ces fameux microzymas, ces fameux petits ferments, qui passaient inaperçus pour plein d'autres. Alors il y a une expérience là, avec un petit chat qui est resté pendant 7 ans. Est-ce que vous pourriez raconter un petit peu ce qui s'est passé? Parce que c'est vraiment l'expérience fondamentale qui permet de comparer la position de Pasteur et la position de Béchamp. C'est-à-dire, est-ce que l'origine endogène ou exogène de beaucoup de maladies? On pourrait, oui. Alors, en précisant déjà que ces petits ferments, il les a trouvés déjà dans le vitellus, donc à l'origine de tout dans les organismes vivants. Donc le vitellus, c'est le jaune d'œuf. C'est le jaune d'œuf. Sur la couverture de votre livre, on voit justement un poussin et un jaune d'œuf. Donc ça montre l'importance que ça peut avoir sur votre pensée. Oui. Voilà. Et avant même cette expérience sur le chat, ce qu'il a fait déjà, c'est démontrer qu'on avait des petits éléments vivants dans l'œuf. Alors, il y a une première expérience, si je puis me permettre, c'est que c'est un monsieur donné qui lui a proposé de prendre un œuf d'autruche parce que les œufs sont trop fragiles, pour les secouer et mélanger, disons, désorganiser un œuf. Et avec un œuf d'autruche, il s'est rendu compte qu'en fait, qu'est-ce qui se produisait quand on provoquait un mélange, on désorganisait l'œuf? Il se produisait une fermentation. Et qu'est-ce que à l'origine de la fermentation, ce sont des ferments. Ce sont des ferments. Donc, à l'abri des germes de l'air, c'est pas des germes de l'air qui sont intervenus. C'est des ferments qui étaient intérieurs à l'œuf, qu'il n'avait pas ouvert. Dans un premier temps, il l'avait ouvert. Dans un deuxième temps, il n'a pas ouvert l'œuf. Il avait cette fermentation, une production d'alcool qui est liée à des ferments. Et ces ferments sont des petits organismes vivants. Ces petits ferments sont les éléments vitaux à la base de toute matière vivante. Et sans doute, à l'origine des gènes, en particulier de l'ADN, j'ai trouvé une publication récente qui montre l'auto-assemblage de l'ADN au tout début de la formation de l'embryon. C'est le vivant qui est à l'origine de tout. Et ce que démontre cette expérience sur le petit chat que je vais vous raconter, donc du coup, faudrait que je la retrouve, l'expérience sur le petit chat. Je la connais quand même tout de même. Je n'ai pas besoin de la retrouver. J'aimais bien la manière dont l'a raconté Antoine Béchamp plutôt, mais c'est pas grave. Oui. Ce qui est important. Oui, mais c'est l'idée. C'est une expérience importante parce que vous savez que le Pasteur est connu pour avoir tout simplement reproduit les expériences que Francesco Redi avait déjà fait au XVIIe siècle, c'est-à-dire sur la décomposition de la viande, et constater que cette décomposition, évidemment, n'a pas lieu
si on à l'abri de l'air. Donc il y a cette idée que ce sont des germes véhiculés par les poussières de l'air qui apportent les éléments. Mais non, je vous arrête, Oui. Dominique. Même les expériences de Pasteur, jamais, toutes les expériences qui ont été faites à l'abri des germes de l'air, aucune des expériences de l'époque n'ont pu empêcher les bactéries de se développer à l'intérieur de la viande, que ce soit Pasteur ou tous les autres. Et c'est là que justement non, mais départ. je suis bien d'accord avec vous, mais ce que je veux dire, c'est que ce qu'on enseigne, ce que les gens croient, c'est justement qu'il fallait la présence d'air de façon à ce que les éléments exogènes mettent en branle la fermentation ou la décomposition de la viande. La putréfaction, tout à fait. Et donc, Pasteur était persuadé que c'était effectivement ce qu'il a appelé les germes de l'air qui venaient dans la viande pour la putréfier. Sans doute, ces germes interviennent quand la viande est en contact avec l'air. Mais toutes les expériences qui ont été faites à l'abri des germes de l'air, avec des installations vraiment très particulières pour arriver à s'en protéger, ont montré que des bactéries naissaient à l'intérieur de la viande. Et elles ne naissaient pas en son pourtour, elles naissaient au cœur de la viande. Elles n'y étaient pas au départ. Et c'est là que Antoine Béchamp, qui se posait toujours la question, rien ne se produit sans cause provocatrice. Que viennent faire ces petits micro-organismes alors qu'ils n'y étaient pas? Pourquoi est-ce qu'ils naissent au cœur de la viande? Et c'est là qu'il a retrouvé ces petits ferments qu'il avait déjà vus dans le vitilis, qu'il avait trouvé dans l'air, qu'il avait trouvé dans le calcaire, dans la craie, il avait trouvé partout dans l'environnement, dans les végétaux. Et il y a encore une autre expérience intéressante, c'est donc l'expérience du petit chat. Je vais pas vous en priver. Donc il a mis dans de la craie, le carbonate de calcium de synthèse. Voilà. Donc pur, absolument pur. Il avait mis le petit chat mort dedans. Et ce petit chat, il l'a laissé pendant 7 ans à l'abri des germes de l'air. Et il utilisait pour ça une solution aseptique, ce qu'il appelait la créosote à cette époque-là. Et au bout de 7 ans, en surface, la craie n'avait pas rien de particulier. Et à l'intérieur, il a retrouvé, il restait plus que quelques débris des os. Il n'y avait même plus les poils, il n'y avait plus rien du petit chat au bout de 7 ans. Plus rien. Mais par contre, ce qu'il a retrouvé à la place, ces petits ferments. Il les a retrouvés. Et ça, c'est énorme parce que ce qu'il reste d'un organisme vivant, ce sont ces petits ferments qui étaient présents dans le vitellus. C'est-à-dire que ces petits microzymas, microzymes, ça veut dire ferment, mais très petits ferments, ça veut dire microzymas, les fameux microzymas du Béchamp, ils sont présents dès le vitellus, ils nous construisent complètement. Et après, ils nous putréfient pour ramener la matière organique à l'état minéral, et il ne reste plus du petit organisme vivant que les microzymas de l'organisme. Et c'est la phrase de Béchamp, rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. C'est-à-dire que ces petits éléments vivants ils sont le vivant, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de matière vivante sans eux. Et les scientifiques les ignorent. Quand ils analysent dès l'œuf l'ADN, les molécules, les protéines et même les enzymes, ce sont des matières inertes. L'enzyme a une activité supplémentaire que lui donne le petit ferment qu'il a produit. Parce que Antoine Béchamp a découvert les enzymes, produits par ces petits ferments. Justement, là, vous parlez des enzymes, et il avait aussi découvert la zymase. Il avait, lui, adopté le mot zymase. À l'époque. Et alors, il y a un point quand même très intéressant du point de vue de l'histoire des sciences, c'est qu'on
on a donné à un Allemand, Büchner, en 1907, le prix Nobel pour avoir découvert la zymase en 1897. Or, dans le dictionnaire de Littré de 1873, donc 24 ans plus tôt, il y avait déjà le mot zymase qui faisait référence à des publications de Béchamp. Donc c'est quand même intéressant de savoir que... Alors, Béchamp est mort en 1908, et il a pu lire dans les journaux en 1907 qu'on venait de donner le prix Nobel à quelqu'un qui avait disons, pour une découverte qu'il avait faite plus de 20 ans avant que Béchamp lui-même ait publié cette découverte. Donc il y a beaucoup de choses très intéressantes. Oui. Concernant l'histoire des sciences, d'ailleurs, si dans les auditeurs, certains voulaient faire de la sociologie de la science, si on a qui cherchait des thèmes de mémoire sur l'histoire des sciences, ils peuvent très facilement trouver matière à plusieurs thèses, rien qu'en étudiant le cas de Béchamp. Mais surtout, les enzymologistes connaissent Édouard Büchner grâce à son prix Nobel, en fait. Mais il faut savoir que le prix Nobel, il a été décerné à Édouard Büchner parce que Édouard Büchner a montré que la fermentation était faite par l'enzyme, par la zymase. Or, c'est faux. C'est-à-dire qu'Édouard Büchner, il a réussi à faire une fermentation alcoolique avec l'enzyme uniquement en rajoutant une roche sédimentaire. Et cette roche sédimentaire, elle contient, comme la craie, elle contient des microzymas, elle contient des petits ferments. C'est-à-dire que l'enzyme seule, et Antoine Béchamp l'avait démontré, s'il prenait l'enzyme seule produite par le ferment, l'enzyme seule avec le sucre pur et l'eau pure, il ne pouvait pas obtenir d'alcool. L'enzyme seule n'est pas capable de faire la fermentation. Ce qui fait la fermentation, c'est le ferment vivant, le petit microzyma, la levure, mais c'est un ferment, donc un organisme vivant. Et qu'Édouard Büchner ait cherché à démontrer que seule l'enzyme était capable de faire la fermentation, c'était très grave. Parce que on nous continuait à oublier ces petites granulations dans nos organismes en attribuant aux enzymes sans doute plus qu'ils ne sont capables de réaliser. Oui, d'ailleurs, il y a un point très intéressant chez Béchamp, qui montre là qu'il était vraiment chimiste. Il oppose ce qui est soluble et ce qui n'est pas soluble. Et justement, oui, la zymase, qui est un produit, est soluble, alors que le microzyma, lui, ou le vivant par lui-même est insoluble. Donc exactement, c'est très intéressant comme d'avoir une caractérisation chimique très simple entre le vivant et ce qui n'est pas vivant par soi-même, mais qui peut être produit par le vivant. Exactement. Et c'est vrai que la démarche d'Antoine Béchamp est vraiment extraordinaire. Hein. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Hein. J'ai vraiment écrit ce livre pour amener pas à pas et faire la démonstration de ce qu'avait compris Béchamp, c'est-à-dire qu'on est entièrement constitué de petits organismes vivants, que ces petits ferments, on ne serait rien sans eux, et que ces organismes vivants nous ont été prêtés le temps d'une vie. Ils travaillent ensemble à nous construire, ils nous animent, ils réalisent les fonctions. Il l'a montré, Béchamp. Hein. Il les a observés, mais il les a aussi analysés. Il a fait des analyses fonctionnelles. Il réalise les fonctions de nos centres vitaux. Ils sont propres à nos centres vitaux. Ils nous sont propres. Et surtout, ils sont capables de se transformer. Quand le milieu est déséquilibré, ils ne peuvent plus réaliser correctement leurs fonctions. C'est à ce moment-là qu'ils se transforment en micro-organismes. Qu'on a appelé microbes, ce sont des micro-organismes. Ils ne sont pas pathogènes, ils sont la résultante d'un déséquilibre. Et ils sont sans doute, ils continuent à réaliser leurs fonctions sous cette forme-là, en tentant de rétablir l'équilibre. Et quand ils rétablissent l'équilibre, ils redeviennent ces petits ferments qui réalisent les fonctions. Il me semble d'ailleurs qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de microbiote. Donc est-ce que alors justement, en considérant que cette population de micro-organismes n'est pas forcément pathogène par elle-même,
est-ce qu'on peut faire un lien entre le microbiote dont on parle beaucoup aujourd'hui et les microzymas? Justement, on est beaucoup concentré sur le microbiote intestinal. Mais il faut savoir, on est constitué d'un tube digestif qui va de la bouche à l'anus et que il y a toutes nos parties internes. Et que Pasteur avait considéré que toutes nos parties internes étaient stériles. Notre tube digestif, il contient nos microbiotes buccales, il contient notre microbiote intestinal. Ce sont des choses qui étaient connues au 19e. Pasteur connaissait, tous les chercheurs de l'époque connaissaient ces bactéries, ces microbes dans nos intestins. Là, quand on parle du vivant présent dans le vitellus, ce vivant et qui s'est développé, qui est permanent, alors que nos cellules ne sont que provisoires, ce vivant est permanent et il est présent dans toutes les parties internes qui sont considérées comme stériles par les scientifiques actuellement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont trouver un petit élément vivant dans ces parties internes, ils vont estimer que celui-ci s'est introduit. Ils partent du dogme de Pasteur, qui a refusé de reconnaître que la viande se putréfiait à l'époque de ses expériences et qui s'en est tenu au fait que pour lui, les germes venaient de l'air. Je crois que cet accent mis sur la stérilisation est quelque chose qui a des conséquences très très importantes, parce que d'une certaine façon, pour beaucoup de gens aujourd'hui, plus c'est mort, plus c'est sain. La santé, puisque la santé c'est l'absence de microbes, eh bien il faut tout stériliser, etc. Et ça peut avoir des conséquences. Je sais que on s'était posé au moment des guerres d'Indochine, il y a eu la guerre faite par les Américains et puis la guerre faite par les Français. Et l'armée américaine a eu des problèmes de santé très importants, forcément liés à la qualité de l'eau, etc. Mais aussi au fait que les soldats américains étaient nourris en boîtes de conserve avec de l'eau qui venait en bouteille, etc. Alors que l'armée française, évidemment, dans son mode de fonctionnement, elle vivait proche de l'habitant avec la nourriture locale, etc. Et il me semble que dans le mythe de la stérilisation, donc plus c'est mort, plus c'est sain, c'est un drame de civilisation, parce que là on met en cause, pour des raisons purement idéologiques, les outils normaux de la manière d'être en bonne santé. Mais oui, parce que c'est le vivant. Vous dites, ces éléments sont le vivant en nous. On ne serait rien sans eux, et on les prend pour des parasites. Parce que les micro-organismes, ce qu'on appelle microbes, c'est une expression de ce vivant, et qu'il est propre à l'organisme lui-même. Il est propre au végétal aussi, il ne faut pas l'oublier. Hein. Les végétaux, c'est pareil. Ils sont ces petits ferments, et ce qui est intéressant, et cette expérience du petit chat qui nous montre qu'on ne retrouve que des microzymas quasiment dans le calcaire, ça montre que les germes de l'air sont les restes des organismes vivants, animaux et végétaux. Ce ne sont pas des parasites, ce ne sont pas des éléments pathogènes. Ou alors les scientifiques en sont encore à la génération spontanée. C'est-à-dire que il y aurait des germes de l'air qui apparaîtraient comme ça et qui seraient pathogènes. Non, ce sont les restes des organismes vivants. Alors, et ce qu'on trouve... Oui, il y a une question peut-être. Un auditeur là, qui fait une remarque, il dit en ce qui concerne le contact du spermatozoïde et de l'ovule, il dit qu'on a observé, au moment précis de la fécondation, qu'il y a un éclair bleu qui jaillit entre les... Et ça, évidemment, c'est un phénomène énergétique, mais ça montre bien, et ça, Béchamp en parlait déjà, que justement, le spermatozoïde par lui-même n'est pas une cellule,
mais c'est un organisme parfaitement vivant. Donc ça confirme l'idée qu'il y a une vie réelle avec tous les attributs de la vie à une échelle très inférieure à l'échelle de la cellule, qui pourtant est souvent considérée comme l'unité de la vie. De base, oui, tout à fait. C'est considéré comme l'unité de base de la vie. Et en réalité, les cellules ne sont vivantes que par les microzymas qui les ont construites. Et quand on parle de mitochondrie, qu'on appelle mitochondrie, on a découvert des petits éléments vivants à l'intérieur de la cellule. Et comme la théorie cellulaire empêche qu'il y ait du vivant plus petit que la cellule, on a estimé que c'était des éléments, des archéobactéries en symbiose. Mais non, c'est le vivant en nous, ce sont les petits microzymas de Béchamp, sous forme, les ribosomes, tous ces éléments, les exosomes qu'on découvre maintenant, tous ces éléments à l'intérieur de nos organismes sont le vivant en nous, et que la théorie cellulaire n'a plus de sens. Il y a des éléments plus petits, et il faut s'y intéresser, parce qu'il faut repartir du vivant. Alors, justement, parce que vous avez employé à plusieurs reprises le mot microzyma, il faudrait peut-être dire aux auditeurs que ce mot est le titre d'un livre énorme publié par Béchamp, et oui, qui s'appelle Les microzymas, mais avec un sous-titre assez long. Assez long. Donc on va vous dispenser de le lire. Mais ce livre donc qui date de 1868 peut-être, donc non, qui est un livre 1883 précisément. Ah oui, d'accord, 83. Donc c'est quand même alors justement, c'est au moment où Béchamp était encore en pleine activité, mais et en pleine production, mais c'est un livre fondamental qui fait presque 600 pages. Plus de 1000 pages. Il fait plus de 1000 pages. Oui. Et ce livre, alors moi je me souviens l'avoir consulté à la Bibliothèque nationale, mais est-ce qu'on peut se le procurer? Non seulement ça, mais il est sur le site, il est accessible en PDF sur le site de la bibliothèque, internet de la Bibliothèque nationale, c'est gallica.fr. Donc voilà, et sinon, moi-même j'ai un site qui s'appelle bonneshabitudes.fr, et à comprendre, on trouve la théorie de Béchamp. J'ai mis toute une bibliographie de Béchamp, qui est accessible soit en téléchargement pour les vieux livres qui sont plus trouvables, et j'ai mis des liens directs vers ceux qui sont accessibles à la Bibliothèque nationale de France. Alors, votre site Bonnes Habitudes, c'est bonne-habitudes.fr. Voilà. Enfin, je pense qu'on tomberait dessus si. D'ailleurs, voilà. Pourquoi ce nom de site? Parce que je suis partie en fait de la notion de terrain au départ, et j'avais compris la bioélectronique Vincent, et j'ai créé ce site pour transmettre cette possibilité d'essayer de voir, de comprendre comment le terrain se dégénérait, comment le restaurer. Et donc, c'était la première chose, comprendre, agir. Et puis ensuite, à comprendre, il y a une conférence sur la bioélectronique Vincent. Et par la suite, j'ai rajouté tout ce que j'ai compris par la suite. C'est-à-dire, je n'ai cessé de chercher à comprendre les travaux, aussi bien de Quinton, d'Antoine Béchamp, et tout est à disposition sur ce site. Dans la partie comprendre, dans la partie scientifique, tout est lié à la notion de terrain.